Bonjour et bienvenue à cette conférence de l'après-midi. Alors, on va traiter d'un sujet qui, j'espère, vous concerne tous, puisque vous êtes tous supposés être des consommateurs de médias. Est-ce que l'économie est maltraitée par les médias? Alors, comme le disait mon excellente consoeur plutôt, Alexandra, tout à l'heure quand on en parlait, maltraité, ça peut se dire en un mot ou en deux mots, hein, maltraité ou maltraité. Et finalement, on va un peu parler de ces deux aspects-là. Et puis aussi, eh bien, en filigrane de l'image des médias et de celle des économistes. Alors ce matin, on était à une conférence très intéressante où Esther Duflo nous racontait qu'il y avait eu un sondage aux États-Unis qui a été fait et qui montrait que la profession en laquelle les gens avaient le moins confiance, y compris pour parler d'économie, c'était les économistes. Après, il y avait les politiques. Juste avant les politiques. Mais enfin, c'était quand même pas très très brillant. Alors par bonté d'âme, elle n'a pas parlé des journalistes, mais je pense qu'il ne doit pas être très très haut dans ce sondage. Donc il y a un sujet qui rejoint aussi cette idée des journalistes, des médias et du dialogue avec les économistes et avec les économies. Alors, est-ce que les médias parlent bien? Est-ce qu'ils en parlent suffisamment? Est-ce qu'ils en parlent bien? Est-ce qu'on peut présenter un sujet objectivement? En fait, on va essayer de balayer un petit peu tous ces sujets, le sujet de l'objectivité, de la position d'où on parle, le sujet des compétences des uns et des autres, et puis le sujet de l'appétence. Est-ce que l'économie intéresse les gens qui consomment des médias? Et puis, est-ce que les médias eux-mêmes, les grands journaux, les grandes télévisions, les grandes radios, s'intéressent à l'économie. Et puis aussi sur la façon dont finalement l'information économique est traitée. Alors pour parler de tout ça, j'ai donc à mes côtés, alors à ma gauche Anne-Laure Delatte, qui est professeure d'économie, chercheuse au CNRS, professeure à Paris-Dauphine, je crois. À ses côtés, Patrick Artus, vous êtes économiste, lui très connu aussi des médias. À ses côtés, Jean-Luc Tavernier, voilà, le directeur général de l'INSEE, l'Institut national de la statistique. À ses côtés, Dominique Seux, éditorialiste à France Inter, éditorialiste aussi aux Échos, bien sûr. Stéphane Marchand, qui lui aussi est journaliste, qui a été longtemps au Figaro et qui a fondé le magazine Pour l'Écho. Et puis, enfin, à ses côtés, Alexandra Bensaïd, qui est journaliste économique à France Inter, chef du service économique de France Inter et productrice de l'émission On n'arrête pas l'écho. Alors, je vais commencer par vous, Jean-Luc Tavernier, parce que finalement, vous êtes supposé être un peu le gardien du temple des chiffres. L'INSEE, c'est quand même l'institut officiel qui fournit les données régulières sur le chômage, l'inflation, la consommation et bien d'autres sujets de façon très périodique, sur très longue période. Donc vous avez absolument toutes les données. Ça fait l'actualité aussi régulière sur les chiffres, par exemple, ceux de la croissance, qui reviennent évidemment régulièrement, comme la consommation et tout ce qui fait la vie quotidienne finalement des Français. On vous voit de plus en plus à la télévision, dans les journaux, pour essayer un peu d'expliquer ce que vous présentez. Alors, de votre point de vue, qui est un petit peu, voilà, juste un élément un peu central dans la vie économique, c'est de vous que vient la première information. Est-ce que vous pensez que l'économie est suffisamment et correctement traitée par les médias? Quelles sont finalement vos satisfactions et vos frustrations d'économistes face à ce que vous lisez dans les journaux ou écoutez à la radio? D'accord. Bonjour. Alors, je vais commencer par la satisfaction et puis j'irai aux frustrations ensuite. Tout à fait. La satisfaction, d'ailleurs, c'est essentiel. C'est en tant que patron de l'INSEE, le jugement que nous portons sur la manière dont les médias... Alors, les médias traditionnels, moi je vais faire la distinction entre les médias traditionnels, presse écrite, radio, télé, et les réseaux sociaux. Donc la manière dont les médias traditionnels reprennent les informations qu'on publie, et il y en a beaucoup, on est relativement satisfait, on est même plutôt satisfait.
En gros, me dit que par mois, en moyenne, on doit avoir 10 correctifs à des médias sur des erreurs de reprise de chiffres, des choses comme ça. Alors 10, je ne sais pas si ça vous semble beaucoup, mais compte tenu du nombre d'informations qu'on produit à l'INSEE et du nombre de médias qu'il y a, en fait, c'est très peu. Et donc ça, c'est assez satisfaisant. Alors il faut dire qu'on a une pratique éprouvée. Par exemple, là, pendant qu'on va conférer, il va y avoir une levée d'embargo sur des innovations en matière de comptabilité nationale. On a fait une conférence de presse ce matin. Les journalistes avaient 6-7 heures pour faire un papier. Et donc, on essaie d'éviter la précipitation et la cohue, mais j'y reviendrai quand même. Alors, les problèmes, il y en a. Le premier problème que nous avons, et que qu'ont tous mes collègues à l'étranger, c'est pas avec les médias traditionnels, c'est avec les réseaux sociaux. Avec l'inquiétude que de plus en plus de gens s'informent sur les réseaux sociaux sans le filtre de la qualité d'une rédaction. Et là, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. J'ai de multiples exemples de choses où on raconte vraiment n'importe quoi. Donnez-nous des exemples quand vous en avez. Un exemple, qu'est-ce qu'on a dit pour prendre des exemples récents, un média, un réseau social qui dit étude INSEE, à chaque fois source INSEE, 22% de prénoms musulmans parmi les nouveau-nés. On n'a jamais fait ce genre d'études et on n'a pas de taxonomie des prénoms selon la religion. Un autre, tout récent aussi, le chômage, le vrai chiffre, c'est 16,5, en partant d'une vidéo d'un économiste au demeurant mauvais, je ne vais pas le citer, qui a un peu mélangé le chômage, le sous-emploi, etc., en ajoutant tout, 16,5, c'est évidemment pas le chiffre, etc., etc. Et donc ça, à corriger, c'est Sisyphe, c'est pas comme les médias correctifs qu'on peut faire aux Et vous faites des correctifs quand vous voyez le nom INSEE accolé à la fausse information, pas quand vous voyez une fausse information d'une manière générale. Oui, c'est pas qu'on n'aurait pas envie pour les. J'y reviendrai sur les fausses informations en général, mais quand il y a source INSEE, on essaye de. Mais sur les réseaux sociaux, il y a toujours le débat de savoir s'il faut intervenir et de mettre l'accent sur le réseau en question, ou au contraire laisser filer en espérant que ça va pas faire de buzz. Bon. Je fais juste une petite interruption pour dire, vous avez vu le numéro de téléphone. Si vous voulez poser des questions, vous y allez en composant le numéro, en envoyant un SMS avec votre question, et on va faire un premier tour de table là où on va continuer la conversation, et puis ensuite on va consacrer une grosse partie du débat à dialoguer autour des questions que vous vous posez. Alors oui, Jean-Luc Tavernier. Alors des petits caveats quand même, y compris pour les médias traditionnels, c'est que je pense qu'il y a toujours un peu le risque de réagir de manière un peu tripale, un peu immédiate, un peu rapide et un peu cursive à l'information. Et ce risque, à mon avis, il est accru par la concurrence des réseaux sociaux. Alors là aussi, je vais prendre des exemples, puisqu'on est dans l'amphimérieux. Et puis, je prends un exemple qui va plaire à Dominique, c'est la question du Doliprane. Comment on s'est emballé sur cette affaire de Doliprane, de cette petite boîte jaune. Et ça s'est emballé vraiment très très vite, avant que quelques journalistes plus sérieux, dont Dominique, disent mais non, mais le sujet, ce n'est pas la chaîne aval qui a peu de valeur ajoutée, mais c'est de relocaliser la fabrication du principe actif. Et ça, c'est vraiment parti, ça fait le buzz tout de suite. Oui, c'est un conflit social, quoi. Donc c'est aussi pour ça que... Mais c'était pas. Non, oui, mais ça n'a pas été commenté sous la forme d'abord de conflit social, mais de problème de souveraineté. Alors que la souveraineté, c'est le principe actif. Un exemple de difficulté à faire passer une information qui se résume pas en un seul chiffre, mais il en faut 3. C'est un exemple que je cite souvent. C'est celui des inégalités de salaire homme-femme. Elles existent, et il faut 3 chiffres pour en rendre compte. Le chiffre brut, on prend la moyenne des salaires hommes et femmes, c'est 23%. On corrige du temps de travail, les femmes travaillent plus à temps partiel et moins 100% que les hommes, c'est 15%. On corrige du job, de la position, du type d'emploi, c'est 4%. Les 3 chiffres ont leur valeur, et on minimiserait en ne regardant que le 4, on exagère en regardant que le 23, et les 3 répondent à des problèmes de discrimination, d'autosélection, etc. Mais combien d'articles ne commandent qu'un seul des 3 chiffres et pas les 3? C'est l'immense majorité. Deuxième petite frustration, je dirais, c'est, et ça arrive souvent, c'est que je trouve que beaucoup de journalistes, alors je parle surtout à ce moment-là de radio et de télé,
sont, je dirais pas complaisants, mais ne sont pas équipés pour répondre et pour challenger ce que dit leur interlocuteur. Et donc des gens qui disent des contre-vérités et qui ne sont pas interrompus dans une émission de radio ou des émissions de télé, c'est tous les jours. Alors typiquement, moi ce que j'ai vécu sur la période récente, pour prendre l'exemple qui est revenu le plus souvent, c'est l'inflation, nous on a les vrais chiffres. Alors ça peut être une association de consommateurs, ça peut être un patron de grande enseigne de distribution. Alors après je les vois, je les discute avec eux, je leur dis mais non, il n'y a pas de problème. Et qui en fait dit non, les vrais chiffres moi je les ai, et qui prend des chiffres sur le seul panier des biens alimentaires et qui compare ça à notre inflation sur l'ensemble des biens et services. Voilà. Pour dire l'inflation c'est 20%. L'inflation c'est 20%, c'est ça, depuis c'est 20% et c'est pas 7% depuis 2 ans comme dit l'INSEE. Et parce qu'on confond, on ne précise pas de quoi on parle, et je vois que celui qui interviewe n'est pas en capacité de dire non mais attendez là, c'est ça le problème. Donc ça c'est une deuxième frustration. Et puis la dernière, c'est que je dois reconnaître que quand on s'aventure, quand on est dans le champ économique, conjoncture, etc., salaire, emploi, on est très bien traité. Quand on s'aventure sur des terrains un peu de côté, plus sociétaux, alors on peut tomber sur on voit l'organisation des rédactions et on peut tomber sur des failles. J'ai 2 exemples. Dès qu'on fait une publication sur l'ensemble des entreprises, sur le tissu productif, dans les rédactions, il y a personne pour traiter ça. En fait, il y a des spécialistes. C'est des sujets un peu transversaux, c'est ça que vous voulez dire. Il y a des spécialistes du MEDEF, il y a des spécialistes sectoriels. C'est un peu comme chez vous finalement. Un spécialiste. Chacun est dans son... Voilà. Et puis, deuxième exemple, dans la crise sanitaire, moi j'ai voulu que la statistique publique s'intéresse au nombre de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Parce qu'il y a des chiffres absolument farfelus, énormes qui circulent. Bon, on a fait une enquête, on a fait 2 enquêtes même. On a publié des chiffres, mais les journalistes qui nous suivent, nous, INSEE, ne sont pas les journalistes qui s'intéressent à ces sujets dans les rédactions, et les journalistes qui, dans les rédactions, s'intéressent à ces sujets, ne s'intéressent pas à ce qu'on fait, nous. Et donc, par contre, s'intéressent énormément à ce que telle ou telle association va publier, et donc j'ai la faiblesse de penser que c'est un peu moins rigoureux que ce qu'on fait. Voilà, pour citer quelques frustrations comme mise de jeu. Voilà, comme ça. Donc, si on résume, attention aux réseaux sociaux, attention aux raccourcis, et attention aux compétences. C'est un peu ça. Bon, alors, on va d'abord passer les 3 honorables économistes qui sont sur cette estrade, et puis après, comme ça, mes confrères des médias pourront répondre. Voilà, il y a le Chinese Wall. Alors, Patrick Artus, donc vous... les médias vous connaissent très bien, vous êtes un peu le serial interviewé. À une époque, on pensait qu'il y avait un seul économiste en France, c'était vous, tellement vous étiez présent dans les journaux sur plein de sujets différents. Donc vous connaissez vraiment le sujet à fond. Alors, est-ce que les journalistes que vous connaissez bien et les journaux que vous connaissez bien, est-ce qu'ils font bien leur boulot ? Oui, bonjour à tous. Moi, je crois que les journalistes et les médias font très bien leur boulot quand il s'agit de rendre compte d'événements, rendre compte de chiffres, rendre compte d'études qui sont pertinentes. Et donc, j'ai pas de problème avec le contenu de ce qu'il y a dans les médias sur la description de la situation économique, sur le rapport Wasmer-Borio. Enfin, je crois qu'il y a des descriptions très précises et très documentées. Et moi j'apprends de l'information en lisant ces articles. Le problème que j'ai, c'est quand on dépasse le simple champ du compte-rendu de chiffres, de résultats d'enquête, de résultats de comptabilité nationale. Et je voudrais faire un petit nombre de reproches. Le problème, le premier reproche, c'est que je trouve rarement de discussion de résultats qui seraient très pertinents pour l'analyse économique, de recherche économique. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, c'est-à-dire l'effet d'une réduction du déficit public sur la croissance et les recettes fiscales. Voilà. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'analyses
qui cite les résultats qui sont obtenus par les gens qui ont travaillé sur cette question du multiplicateur keynésien. On sait par exemple que le multiplicateur en conjoncture haute ou en conjoncture basse n'est pas le même, qu'il y a un gros effet de l'évolution des taux d'intérêt, et puis qu'il y a la question centrale de ce qu'on appelle la neutralité ricardienne, qui est de savoir si une baisse des dépenses publiques va être compensée ou non par une baisse du taux d'épargne privée. Donc ça serait extrêmement intéressant d'avoir un débat et des analyses sur ce point-là. Alors, juste pour préciser, pour ceux qui ne sont pas totalement fluent sur le langage économique, donc le multiplicateur budgétaire, ça veut dire on augmente par exemple les dépenses publiques, et ça crée une augmentation de l'économie qui est supérieure à l'argent qu'on a mis. Supérieure ou inférieure ou nul. Enfin, c'est un diviseur à ce moment-là, oui. Ça dépend. Voilà, non, mais en tout cas, est-ce que ça se passe? C'est un sujet qui est très important, puisque finalement, ça pose la question des dépenses publiques. Il y a des résultats assez intéressants. Bon, autre exemple, je crois qu'on a eu le rapport Draghi, qui explique les raisons du retard européen sur les États-Unis. Il n'y a pas eu, on pourra même faire un reproche à Draghi, il n'y a pas eu, je pense, d'analyse des raisons fondamentales qui sous-tendent ce résultat, qui montre que l'Europe a une croissance des gains de productivité plus faible que les États-Unis. Je crois qu'il aurait fallu regarder, par exemple, le fait que la structure de l'épargne est extrêmement différente en Europe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des fonds de pension, il y a de l'épargne à risque. En Europe, il y a très peu d'épargne à risque. Il n'y a très peu Il n'y a pas de journalistes qui vous ont appelé pour vous demander ce que vous pensez du rapport Draghi? Si, mais pas sur cette question qui est pourtant fondamentale. Et par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de débats sur le fait qu'on voit dans le rapport Draghi que la différence, le handicap de l'Europe vient de la recherche-développement des entreprises, pas de l'État. Et qu'il n'y a pas de problème avec la recherche-développement fondamentale, par exemple, en Europe, qu'il y a un problème avec la recherche-développement en entreprise. Donc, un deuxième exemple. Et puis, un troisième exemple, alors on parle beaucoup de ce que j'évoquais à l'instant, c'est l'inexistence des fonds de pension en Europe. Il n'y a pas eu j'ai pas lu d'analyse de ce que des effets de création de fonds de pension dans la conjoncture présente. Et en particulier, je crois qu'il y a beaucoup d'économistes qui disent que dans une phase de vieillissement démographique, le rendement des fonds de pension va être beaucoup plus faible qu'il serait dans une phase d'expansion démographique, parce qu'il y aura beaucoup de vendeurs d'actifs et peu d'acheteurs. Et voilà. Donc je pense qu'à nouveau, il n'y a pas vraiment de problème sur les faits. Il n'y a pas de problème sur le compte-rendu des travaux quantitatifs qui partent des faits et qui analysent la réalité. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin sur les débats, sur la mise en perspective des différentes théories et ce que ça implique sur la situation présente. Et peut-être que vous me disiez aussi qu'on parle un peu plus des expériences passées, c'est-à-dire qu'on revienne un petit peu sur les leçons de l'histoire. Oui, mais par exemple, moi j'ai beaucoup regardé avec la situation française ce qui s'est passé dans les pays qui ont réduit leur déficit public massivement dans les années 90. Alors on peut regarder les pays qui ont réduit leur déficit public européen massivement après la crise de la zone euro, mais c'est très intéressant par exemple de regarder la Suède. Et j'ai pas trouvé d'analyse. Et les Suédois, juste pour la salle, sont passés d'un déficit public de 11% du PIB en 1993 à un excédent budgétaire de 1% du PIB en 1998, 5 années plus tard, ce qui est extraordinaire, et sans avoir aucun ralentissement de leur croissance. Et donc, je pense que ça vaudrait la peine de creuser et de rappeler les différents débats au sujet de ces pays qui ont réussi à faire un ajustement budgétaire sans coût pour l'économie. Bon. Alors, la prochaine fois, vous appelez les journalistes, vous leur dites, il faudrait traiter ça, c'est très intéressant. Peut-être vous aurez voilà, passe le message. Bon, mais après, donc je retiens que vous voulez qu'il y ait
plus de contextualisation et surtout de lien avec finalement ce qui est la science économique, en tout cas la situation présente, la problématique présente et voilà. ce que nous apprend la recherche économique, ce que nous apprend l'histoire. Mais aussi effectivement un petit peu de théorie, en tout cas macroéconomique dans votre cas. Alors à Nord-de-Latte, vous, on vous voit de plus en plus un peu dans le débat public. Vous avez une approche, disons, qui politiquement est un peu démarquée des économistes libéraux. On vous a vu notamment dans l'explication du programme économique du nouveau Front populaire. Alors, je vais pas prononcer, enfin, je vais le prononcer quand même, mais parce que vous allez me réfuter tout de suite. Vous m'avez grondé parce que j'avais mis hétérodoxe, puisqu'il y a quand les économistes ne sont pas purement libéraux ou mainstream, voilà, donc orthodoxe, on dit hétérodoxe. Vous m'avez dit non, c'est une question de méthode, c'est pas du tout ça. Bon, voilà, donc je ne le dirai pas, mais en revanche, voilà, c'est dit. Non. Mais vous, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous dites qu'il y a quand même un sujet sur d'où parlent les économistes et finalement, est-ce qu'un économiste peut s'extraire de son biais politique? On peut le dire comme ça. Alors merci beaucoup pour l'invitation. Je suis je suis ravie d'être là et en plus avec un très très beau parterre. Est-ce qu'on dit parterre? Non, enfin panel. Panel, je vous remercie. En français. Oui, c'est ça. Je pensais à Flore. Alors. En fait, d'abord, je répondrai peut-être... Non, je vais vous dire pourquoi j'aime pas qu'on me dise que je suis hétérodoxe. Même si mon directeur de thèse était supposé être hétérodoxe, parce que c'était Michel Aglietta. Et donc, j'ai été au départ un peu socialisée, éduquée dans une école hétérodoxe. Pour autant, j'ai fait le choix, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé ma carrière, d'adopter des méthodes dites mainstream standard. Qui requiert un petit effort, honnêtement. C'était une stratégie pour essayer de parler le même langage que les gens qui ne se posent pas exactement les mêmes questions que moi. En fait, ce que j'ai, moi, observé, c'est que Michel Aglietta, Robert Boyer, c'est des gens qui sont fabuleux, mais qui ne sont pas lus aux États-Unis, qui ne sont pas lus souvent par des économistes un peu plus mainstream, alors que si vous adoptez les mêmes méthodes et finalement le langage commun de la discipline, vous aurez peut-être des échanges un peu plus fructueux. Et alors, je suis vraiment pas du tout originale dans cette démarche, puisque je crois que c'est à peu près ce à quoi correspond la démarche de Zuckman, Piketty, on pourrait quasiment dire Duflo. Vous voyez, donc en fait, c'est juste qu'à partir, enfin, plus Michael Zemmour, ça va être son Clément Carbonnier, Huillery. Et en fait, c'est juste pour vous dire que c'est important, parce que quand vous parlez d'objectivité, je crois que en tant que chercheuse au CNRS, moi, on me demande d'être quand même relativement rigoureuse dans ce que je fais. C'est l'exigence que j'ai. En revanche, j'admets que je me pose des questions qui peuvent être davantage à gauche qu'à droite. Mais comme Thomas Piketty, qui va se poser des questions sur les inégalités, alors que Aguillon va se poser des questions sur la croissance, la technologie. Ou Tirole, qui va se poser des questions sur le marché, parce qu'il croit fondamentalement au marché. Mais je voudrais juste... Et du coup, moi, quand on me dit « t'es économiste de gauche, t'es économiste hétérodoxe », ça m'agace un petit peu, parce que d'abord, on le dit pas souvent. Alors, bon, du coup, toi, t'es un économiste de droite. En fait, on l'entend très peu. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point. Effectivement, quand on a préparé l'entretien, je vous ai dit, ce qui me semble important, quand on va dans les médias, c'est qu'il y a une exigence de la part des médias d'une transparence de qui sont les invités. Et en fait, moi, je fais souvent l'observation qu'on a tous le même statut. Tous et toutes le même statut, et qu'à partir du moment où vous vous décrétez économiste, vous êtes économiste. Je vais juste, moi, parler des économistes et pas des journalistes économiques. Je vais juste parler de ma profession à moi, mais justement, cette profession, elle est extrêmement large, et vous avez des économistes qui sont des économistes universitaires, vous avez des économistes qui travaillent à l'INSEE, à l'OFCE,
Et après, vous avez des économistes qui se disent économistes et qui président des think tanks qui sont financés par on ne sait pas qui. Enfin, parfois c'est transparent, parfois ça ne l'est pas, et qui se posent des questions qui peuvent être parfois extrêmement biaisées pour le coup, et qui n'ont pas forcément exactement la même exigence qu'un prof d'université ou un économiste à l'INSEE. Et ça, c'est vraiment assez récurrent. Alors là, il se trouve que j'ai participé à la conception du contre-budget du nouveau Front populaire, donc j'ai été amenée à aller le défendre pas mal dans les médias. Et donc je me suis retrouvée, enfin là j'ai jamais fait autant de médias au cours des 2 derniers mois, j'en fais pas mal grâce à Alexandra, parce que je fais partie des chroniqueurs, enfin des débatteurs de On n'arrête pas l'écho, mais depuis 2 mois, je suis allée 5-6 fois par semaine dans les médias. Ouais, pas mal. Alors, je me suis retrouvée face à des gens, quand j'étais face à des gens, face à des économistes de formation, c'était plus facile que quand c'était pas des économistes de formation. Je me suis retrouvée face à des gens qui se disent économistes, qui sont présidents de think tank, Sapiens pour pas le citer, qui n'est pas économiste, qui n'a pas une formation d'économiste. Ou face à une économiste qui est la présidente d'une fondation, qui s'occupe beaucoup de fiscalité, l'IFRAP, et qui n'est pas économiste. C'est pas grave, mais sauf qu'en fait, c'est pas dit par le journaliste. Et là, il y a un discours extrêmement biaisé, pas documenté, il n'y a pas de données en face. Soit vous avez la possibilité de répondre, et ça va, soit vous n'avez pas la possibilité de répondre, et là, c'est beaucoup plus compliqué en tant que chercheuse au CNRS, enfin, en tant que, pas chercheuse au CNRS, mais en tant que quelqu'un qui essaye de faire le boulot avec les données. Je veux juste vous raconter 1 ou 2 anecdotes. Donc, je me retrouve un jour sur un plateau où on m'a pas dit justement qui y aurait, donc ça c'était probablement de ma faute, j'aurais dû demander exactement qui y avait. Je suis un peu surprise de retrouver donc cette personne qui parle beaucoup de fiscalité sans qu'il y ait beaucoup de données derrière. C'est pas grave, elle dit ce qu'elle veut dire, mais sauf qu'on me repasse jamais la parole. Donc ça c'est compliqué. Et je pense qu'il y a plusieurs façons de mener les débats à la télé, à la radio et dans les journaux. La télé n'est pas forcément toujours l'endroit le plus là où on a le plus de temps et là où c'est le mieux fait. En revanche, ce qui était un peu plus drôle et plus satisfaisant pour moi, mais pas du tout pour la personne d'en face, c'est que je me suis retrouvée avec quelqu'un qui est président d'un think tank, mais où il doit être tout seul, mais par contre qui a énormément de followers sur Twitter. Le pauvre garçon s'était vraiment pas préparé. Il a dit des choses qui n'étaient pas justes. Là, j'avais 1 heure. J'ai eu 1 heure et ça tourne sur les réseaux sociaux, mais alors c'est devenu un mème, il s'est fait complètement ridiculiser, etc. Je vous raconte ça juste parce que c'est une expérience assez particulière pour une chercheuse au CNRS de se retrouver méméifiée sur Twitter. C'est mes enfants qui m'ont dit ça. Vous avez allumé un follower. Voilà, non, c'était pas un follower, c'était un influenceur. Non. Non, même pas. Ah non, c'était un économiste. Ah, c'était un économiste. Non, mon sujet, c'est que je me retrouve sur France Télé, qui est une télé publique, face à cet économiste, président d'un think tank, sauf qu'en fait, il est président d'un think tank sans avoir la formation, il me semble, et en tout cas sans avoir travaillé les données. Il dit 1 chose fausse, 2 choses fausses, 3 choses fausses. Et là, j'ai la chance de pouvoir lui répondre. Et voilà, je vous invite à aller regarder parce que c'est rigolo, j'ai été surprise, ça a fait tout un truc. Voilà. Bon. Donc c'est juste pour vous dire que... Quand on vous donne la parole, c'est mieux. C'est pas simplement ça. Non. En fait, je préférerais ne pas avoir à faire ça. Je préférerais ne pas avoir à me retrouver à débattre avec des gens qui ne sont pas compétents, en réalité. Alors, c'est pas du tout le cas tout le temps. Mais là, sur le budget, qui est un sujet hautement politique, de toute façon, l'économie, c'est toujours politique, mais là, sur le budget, c'était hautement politique. J'avais systématiquement des gens en face qui étaient quasiment des caricatures, en fait. Donc, et voilà, et quand vous avez un peu travaillé vos chiffres, ça peut être un peu frustrant. Et est-ce que vous avez l'impression que les journalistes, quand ils invitent des économistes, par exemple comme vous, et puis en face des économistes qui sont plutôt d'obédience plus libérale, est-ce que vous avez l'impression que il y a la recherche quand même d'essayer de trouver des points de convergence pour
entre guillemets, un peu objectiver les choses. Parce que le problème, c'est que, en fait, et on en parlait encore tout à l'heure dans un débat ce matin, il y a parfois dans le public un sentiment de confusion. C'est-à-dire que autant d'économistes, autant d'opinions, et finalement, y compris sur le diagnostic, on ne sait plus très bien où on en est. Comment on peut lutter contre ça ? Non, je suis d'accord, et je crois qu'il y a une chose, c'est que il y a une mise en scène du débat. Il y a une mise en scène du désaccord, en fait. C'est-à-dire que vous avez deux types d'émissions. On n'arrête pas l'écho, où en fait, on va faire un vrai débat. Pardon, mais c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette émission. On va faire un vrai débat avec Patrick, par exemple. Donc Patrick est plutôt... moi, je ne pense pas que je puisse me dire que je ne suis pas libéral, donc je ne sais pas comment on s'appelle, mais disons qu'on ne se pose pas exactement les mêmes questions. Avec des biais un peu, l'un plutôt social et l'autre plutôt marché, on va le dire comme ça. Ouais, mais en même temps, tu es social, alors voilà. Bon, peut-être qu'on ne parle pas exactement aux mêmes personnes à la fin. En politique. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut le dire, j'en sais même rien. Mais s'il s'agit de parler du programme du NFP, là, vous pourrez trouver des points de divergence, je pense. Oui, mais ça, c'est l'émission dans laquelle on ne va pas être d'accord, mais en revanche, on va élaborer un raisonnement. D'abord, on l'a beaucoup travaillé avant. Enfin, je veux dire, sans rentrer dans les coulisses, on travaille énormément ce débat avant. On a une réunion avec Alexandra, on envisage tous les arguments sans trop révéler ce que moi je vais dire ou ce que Patrick va dire, voilà. Mais il y a un vrai travail d'élaboration et à la fin, évidemment, que vous pouvez tomber d'accord sur certaines choses parce que vous êtes honnête, parce que vous avez travaillé et il y a des choses. Enfin, Alexandra dit souvent, alors là-dessus, on vous mettra jamais d'accord. Ah, mais en fait, il y a un point de convergence. Et il y a le deuxième type d'émission où alors là, on met en scène des débats. Avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord, et j'en reviens à mon point de compétence. Je vais juste vous donner l'exemple le plus récent. Sur les retraites, on entend beaucoup en ce moment qu'il y a un déficit, une grande partie du déficit public français, les 6% du PIB, sont liés à une dégradation du financement des retraites. Sur France Inter, à 9h du matin, il y a assez peu de temps, on se retrouve deux économistes qui débattent. On leur demande de débattre de ça. Et là, j'ai juste envie de vous dire, on vous dit qu'il pleut. Est-ce que vous invitez quelqu'un qui dit qu'il pleut et l'autre qui dit qu'il pleut pas, ou vous regardez par la fenêtre ? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, Gilbert Sett, donc le président du Conseil d'orientation des retraites, a mis les choses au point en disant mais en fait non, là vraiment ça n'a rien à voir. On ne peut pas dire tout et son contraire. Le déficit public, il n'est pas lié à une dégradation du financement des retraites. Il y a d'autres explications. Il y a probablement un problème avec les retraites, mais en tout cas on ne peut pas faire le lien, quoi. En fait, on a eu 10 minutes de débat, je vais finir là-dessus, où vous avez deux économistes qui disent « Ah non, c'est pas vrai ce que vous dites. Ah oui, mais non, mais moi, c'est pas... » qu'est-ce que vous voulez comprendre comme citoyen-citoyenne ? Et ça, c'est, je pense, très dommageable. Et le problème, c'était l'organisation d'un débat sur ce sujet-là, alors qu'il fallait juste ouvrir la fenêtre et regarder si c'était vrai ou pas. C'est ça. Mais finalement, on se retrouve effectivement à confondre l'économie et la politique, quoi. En fait, c'est un peu le sujet. Alors maintenant, je voudrais qu'on écoute les journalistes, à la fois ce qu'ils ont à dire sur le constat qui est fait par nos trois économistes, et puis leur appréciation finalement de la façon dont les médias travaillent avec cette matière économique. Alors Stéphane Marchand, vous avez longtemps travaillé au Figaro, vous avez été rédacteur en chef au cahier Écho, vous avez été directeur délégué de la rédaction, puis vous avez été correspondant aux États-Unis, ce qui a eu toujours une expérience très forte. Je précise que vous avez une formation pas d'économisme mais quasi, puisque vous avez fait Polytechnique et l'École nationale des statistiques, donc ça donne un bagage assez conséquent. La direction de Patrick. Voilà. Et donc vous avez fondé un journal qui s'appelle Pour l'Écho et qui fait de la pédagogie
principalement à destination des enseignants, c'est ça, on peut le dire comme ça. Et donc, est-ce que aujourd'hui, vous pensez que l'économie a une bonne place dans les médias et que ce que vous faites commence à avoir une utilité? Merci pour ta question. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour l'Écho, c'est un média de pédagogie économique plutôt tourné vers les jeunes, en fait. Hein, l'idée de base, c'est d'en faire le média de la rencontre des jeunes avec l'économie, en étant absolument convaincu qu'il faut que ça se passe tôt, très tôt, au moment où se forme la personnalité, les opinions, les émotions. C'est à ce moment-là que l'économie doit intervenir. Et elle doit intervenir dans l'enseignement d'une manière qui soit positive, dynamique, responsable, ouverte. Et c'est un peu pour toutes ces raisons-là qu'on avait décidé, avec un petit groupe de journalistes, de créer Pour l'Écho. Donc c'est une expérience qui a commencé... Plutôt les jeunes que les enseignants, alors. Alors, plutôt les jeunes que les enseignants, mais évidemment, nous nous sommes attaqués directement sur le plan du marketing. Pour installer notre magazine, on s'est appuyé tout de suite sur le monde du scolaire. Voilà, comme l'a fait Alternative économique. Comme l'a fait Alternative économique, avec la base de notre marketing dans ce milieu-là, c'est ce qu'on appelle le spéciménage. Il faut convaincre les enseignants de recommander aux élèves, en espérant que les élèves vont réussir à convaincre les parents de payer l'abonnement. Et donc c'est un système qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui nous permettait d'être très très proches des enseignants. Et au passage, on a découvert que l'enseignant de SES au lycée a été très caricaturé. En fait. Parce qu'on est arrivé évidemment avec l'idée qu'il y avait là un gros joueur de la presse qui s'appelle Alternative économique et dont on a essayé pendant 6 ans de marcher sur ces plates-bandes. Et on y est arrivé un petit peu, on a réussi à montrer aux professeurs d'économie dans le secondaire, parce que c'est surtout le secondaire que l'on vise, c'est la préparation du bac en réalité. On a réussi à montrer qu'on pouvait présenter l'économie d'une manière qui était plus positive. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu posais la question des médias. Nous, notre public, ce sont des jeunes qui ont, des filles et des garçons, qui ont entre 18 et 22 ans. Et pour la plupart d'entre eux, sont même moins que ça, puisqu'ils n'ont pas encore passé le bac. Et ce qu'on a découvert quand on a essayé de construire notre offre éditoriale, c'est que les programmes scolaires sont étranges en France, au lycée. Il y a un petit peu une économie d'en bas et une économie d'en haut. L'économie d'en bas, je dirais que c'est la vraie. C'est-à-dire, c'est l'économie de l'action, c'est l'économie de l'investissement, c'est l'économie de l'entreprise, c'est l'économie un petit peu de l'émotion dans l'action. Et tout ça se retrouve, j'ai donné des petits exemples des programmes de bac pro en économie. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. Découvrir l'environnement d'une entreprise, les choix d'une entreprise en matière de production, de la création de valeur à sa répartition, les mutations de la rotation de travail. Donc ça, c'est pour le bac pro, qui, chacun le sait, n'est pas la voie royale, en tout cas en France. Quand on va vers la voie royale en France, l'économie devient beaucoup plus abstraite, beaucoup plus politique, beaucoup plus terne, je dirais. Et pour donner un exemple, quelles sont les sources et les défis de la croissance, quels sont les fondements du commerce international, comment lutter contre le chômage, comment expliquer les crises financières et réguler le système financier. Tout ça pour vous dire que ce qu'on fait en France quand on enseigne l'économie, c'est on n'enseigne pas l'économie, on enseigne les sciences économiques et sociales. Et c'est assez différent, et c'est à l'origine d'un gros malentendu en fait dans la population. Parce que les sciences économiques et sociales, c'est 45% d'économie, à peu près 30% de sociologie, et le reste, c'est de la science politique. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais il n'y a, dans les sections d'élite de terminale, en quelque sorte, pratiquement aucune référence à l'entreprise. Pas un seul chapitre du programme de terminale SES en spécialité, c'est-à-dire le sommet du panier, dirait-on, ne concerne l'entreprise. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que, à Pour l'Écho, on a tenté de corriger le tir et de rendre l'entreprise intéressante pour les jeunes de cet âge-là.
Oui, je sais que par exemple, vous allez sortir un nouveau numéro. Maintenant, vous êtes racheté par les Échos, donc et il y a un nouveau numéro qui va sortir. Et j'ai vu qu'il y avait par exemple un papier sur les dépenses contraintes et Netflix. Absolument. Comment est-ce que Netflix est devenu comme le gaz, l'électricité, une dépense contrainte dont les foyers n'arrivent pas à se passer, et si on essaye de les empêcher de s'en passer, ils vont contourner cette interdiction et ne pas s'en passer. Ce qui, pour un système de streaming vidéo, est quand même une performance extraordinaire. Voilà, donc ça on est à l'économie vraiment effectivement niveau. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre aussi que quand on parle d'économie, il y a un petit hiatus parce que souvent on assimile l'économie à la macroéconomie, au grand mouvement, parce que évidemment elle est beaucoup plus politique, c'est la science économique, hein, et puis effectivement il y a toute cette partie de microéconomie qui nous occupe beaucoup dans les journaux, puisque dans les services économie il y a beaucoup de gens qui suivent des secteurs industriels, etc., et qui sont effectivement un peu moins débattus par les économistes d'une manière générale. Et donc, Alexandra. Alors, Alexandra, donc vous animez l'émission phare économique sur France Inter, que vous écoutez tous le samedi matin, qui s'appelle « On n'arrête pas l'écho », avec des invités, des débats, et puis des interviews importantes. Alors, vous dirigez aussi le service économique de la radio France Inter. Alors, comment vous réagissez à ce que viennent de dire nos économistes, et est-ce que finalement les grands médias comme France Inter ont aujourd'hui peut-être plus d'appétence pour l'économie que ce qu'ils n'avaient avant? Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que les grands médias ont plus d'appétence pour l'économie? Moi, j'ai commencé à la fin des années 90, il y avait moins d'appétence pour l'économie. Il me semble qu'en effet, aujourd'hui, il y a plus d'offres, y compris sur Mon Média, et c'est peut-être l'intérêt des rédactions en chef accru, je dirais, peut-être le plus quand il y avait des grosses crises. Par exemple, les subprimes. Là, tous les Français sont devenus sachants sur... On a dit des choses aux Français qu'on n'aurait jamais osé dire avant. On leur a parlé des spreads, des cartes de taux d'intérêt. Voilà. Donc ça, au fur et à mesure, vous avez aussi aujourd'hui des entreprises qui sont de plus en plus puissantes. Évidemment, Apple. Donc plus les GAFAM ont grossi, plus les entreprises sont devenues puissantes par rapport aux États, plus l'intérêt des rédactions accru. Donc oui, je dirais que... Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme exemple? Qu'est-ce que j'ai noté? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on se positionne sur le débat. Alors, il y a deux débats qu'on a soulevés. Ouais. D'une part, il y a est-ce que la conception de l'économie est la même chez les économistes que dans les médias, que chez les journalistes. Donc ça, c'est quand même ouais, important. Et puis, le rapport aussi à l'objectivité, au factuel, et à la recherche d'une convergence des idées. Comment on peut répondre à nos amis qui, j'ai entendu mais se plaignent un peu ouais, quand même Alors, la question globale, c'est est-ce qu'on vous parle bien d'économie? Donc, je vous dis, il y a de plus en plus d'intérêt. En tout cas, on vous fait une offre. Est-ce qu'elle est bonne, cette offre? Je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il y a Michelin qui ferme 2 usines. On sait bien couvrir pour vous l'événement. On va envoyer des reporters. Moi, depuis ce matin, je suis sur mon petit appareil, mon téléphone. Il y a un reporter qui part. On vous propose des analyses. On appelle des économistes pour comprendre, de préférence spécialistes de l'industrie et pas tautologues de la chose. Voilà. Il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. Il faut avoir un carnet d'adresses. Il n'y en a pas tant que ça, des spécialistes. Voilà. Ça, on va savoir vous couvrir l'événement. Et vous savez comment ça se passe dans les rédactions. Pour fournir les journaux, il y a des conférences de rédaction. On passe beaucoup de temps à se dire, alors, est-ce qu'on a bien donné la parole aux syndicats, à la direction? Est-ce qu'on a bien... Voilà. Et à chercher l'angle.
C'est-à-dire de quoi on vous parle cette fois-ci. On essaie de renouveler les sujets pour expliquer un fait. Ensuite, j'entends les critiques quand même. J'entends la critique sur Jean-Luc Tavernier qui dit il faut 3 chiffres pour expliquer l'écart de salaire homme-femme. Et nous avons des formats, spécialement en radio. Un papier, c'est 1 minute. Un reportage, c'est 1 minute 15. Il faut vous mesurer que ça peut prendre une journée de travail et c'est 1 minute 15. Mais c'est parce que vous aussi, vous n'avez pas le temps de lire le papier. Je veux dire, si je devais donner toutes les nuances du papier, de l'INSEE ou du CNRS, il vaudrait mieux vous renvoyer au papier, vous seriez encore mieux informé. Oui, c'est même pas une feuille dactylographiée, voilà. 1 minute, quoi. 1 minute, c'est, je ne sais pas comment on dit, oui, c'est ça, c'est assez court, 1 minute. Donc, en effet, vous avez raison, on essaie de simplifier, alors que l'économie est un monde de nuances. On va essayer de le faire avec le plus d'honnêteté, et ça, c'est le métier de journaliste. C'est la façon dont on le conçoit, à la fois la pluralité de la parole et l'objectivité. Mais j'entends la frustration sur les nuances. Il faudrait donner les 3 chiffres. Ensuite, j'ai entendu une critique sur à qui on donne le micro, qui vous parle. Et en effet, il y a tout un travail de tri des intervenants. Moi, je dirais... Qui lisez-vous, qui regardez-vous? Je vous renverrai peut-être la responsabilité. Je veux dire, si vous entendez qui a de la matière à vous donner et qui ne participe qu'à un débat où c'est du ping-pong et ça n'aboutit à rien. On essaie de faire ce tri, tous les médias ne le font pas. Voilà, je dirais ça comme ça. On essaie de faire un tri sur à qui on donne la parole et en effet, le gars qui est tout seul dans son think tank... Peut-être qu'il y a certains médias où on le voit plus que dans d'autres. Et là, malheureusement, on ne peut pas afficher « nous, on est sérieux, les gars, et pas les autres ». Ça ne se fait pas, donc voilà. Et enfin, il y a ce problème des réseaux sociaux. Et c'est vrai que... Et je pense que là, nous, on pêche parce qu'on n'y est pas assez. Je pense qu'en effet, peut-être qu'on a 2 sujets. On ne parle peut-être pas assez aux jeunes et peut-être pas assez tôt de l'économie comme ils la vivent et comme ils vont y entrer et comme ils vont y participer. Et ça passe sans doute par les réseaux sociaux. Et là, c'est une question que moi, je me pose vraiment. Est-ce que... alors, rappelons combien il y a de journalistes au service économique de France Inter. Est-ce que moi, j'ai une frustration? Il y a 8 personnes. Donc nous sommes un média généraliste. France Inter, c'est connu pour beaucoup de politique, beaucoup de culture. Et puis il y a des journaux et des programmes comme le mien, pendant 1 heure le samedi, qui font de l'écho. Mais au service économique qui fournit vos journaux, il y a 8 personnes. Et l'économie, c'est toute la structure de notre société. J'adorerais avoir, je ne sais pas combien vous êtes aux échos, 200, voilà. J'adorerais dire, alors toi tu vas lire le papier de Jean-Luc Tavernier, ça va te prendre 2 jours et tu vas écrire, c'est pas ça non plus. Bon bref, oui, nous sommes peu et nous avons cette contrainte de rapidité. Nous ne sommes pourtant pas une chaîne info, mais nous avons une contrainte de rapidité. Michelin, on va vous en parler 1 heure après, on ne va pas vous en parler le lendemain. Et d'autant que sur les 8 personnes, en fait, ce n'est pas 8 personnes qui traitent l'économie au sens où Jean-Luc Tavernier ou Patrick Artus en parlent. Ce n'est pas des gens qui vont faire des explications sur le multiplicateur budgétaire. On est d'accord? Alors, on a déjà fait, on vous a déjà fait des explications sur le spread en 2008, et on a dû, et peut-être qu'on abordera le problème de la formation des journalistes. Est-ce qu'on doit être économiste pour être journaliste économique ou pas, ou simplement journaliste, ça suffit? Non, en effet. Quand il y a beaucoup de contextualisation et du rapport à l'histoire, quand on va chercher, ça prend plus de temps. Évidemment, dans un papier d'1 minute, c'est encore mieux si le journaliste a tout ça en tête. Et je crois qu'avec l'expérience, il l'a, et ça se ressent dans un papier d'1 minute. Mais non, on va pas. On traite d'abord l'événement, on essaie d'expliquer le plus objectivement possible. Mais il y aura un autre format pour aller un peu plus en profondeur. Alors, pour terminer un tour, donc voilà. Dominique Seux, éditorialiste, vous l'entendez tous les matins sur France Inter, vous le lisez dans les échos, de temps en temps il passe à la télévision, donc il a une vision assez large des grands médias. Donc Dominique, est-ce que les médias grand public s'intéressent de plus en plus à l'économie, est-ce que c'est leur sujet? Et puis, qu'est-ce qu'on peut répondre aux inquiétudes de vos voisins?
Alors, bonjour à tous. Oui, j'ai la chance d'être dans deux médias qui sont assez différents, puisque l'un, Les Échos, s'adresse plutôt au monde de l'entreprise, et l'autre, France Inter, s'adresse au grand public avec des millions d'auditeurs. On pourrait même dire, peut-être, si on poussait un peu le curseur, qu'il y a des lignes éditoriales qui sont peut-être différentes. Sait-on jamais. C'est pas complètement impossible. Non, des orientations politiques, peut-être. Non, je n'irai pas sur ce point. Non, non, surtout pas. Sur l'info, certainement pas. Je raconte juste une anecdote à ce sujet-là. J'avais écrit un livre il y a quelques années, j'étais allé voir la directrice de France Inter en lui disant « J'ai trouvé un titre génial pour mon bouquin, je suis libéral, mais je me soigne à France Inter ». Et elle avait répondu « Dominique, je t'en supplie, ne mets pas ce titre, parce qu'on va croire que France Inter est de gauche ». Et donc, c'est vrai que l'expérience des deux côtés est intéressante. Je ne crois pas, pour répondre à ta question, qu'on traite beaucoup plus l'économie qu'il y a 10 ou 15 ans, mais on la traite différemment. Par exemple, j'ai remplacé quelqu'un qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-Marc Sylvestre, et qui, sur la chronique à France Inter il y a quelques années, un certain nombre d'années, parlait, je crois, un jour sur deux ou un jour sur trois de la bourse. Aujourd'hui, dans les médias grand public, on parle beaucoup moins de la bourse qui est quasiment disparue. Oui, à une époque, il y avait une chronique quotidienne, Jean-Pierre Gaillard, tout ça. Enfin, oui, on n'en parle plus. Alors, on peut regretter que l'actionnariat en France individuel est quasiment disparu. Et je renvoie à ce que disait Patrick tout à l'heure sur l'absence de capital risqué. Ça, c'est une grosse différence. Ce que on traite moins. Il y a moins, je trouve, de sagas valorisant des grands hommes. Peut-être que l'expérience Carlos Ghosn a porté ses fruits. C'est-à-dire, on porte moins au pinacle des personnalités dirigeantes d'entreprise en disant ils sont extraordinaires, et puis après on s'aperçoit que c'est moins glorieux que ça, donc il y a un peu plus de prudence. Mais à l'inverse, il y a des façons d'aborder l'économie qui sont différentes. Le lien économie-climat est abordé beaucoup plus aujourd'hui. Le sujet, quand on parle de l'industrie automobile, c'est évidemment sous la dimension industrielle et émissions de carbone. Et les journalistes économiques, aux Échos et à France Inter, j'imagine, sont obligés d'apporter les deux dimensions. Donc tu vois, je ne dirais pas qu'on parle plus de l'économie, mais on en parle différemment. Après, pour répondre un petit peu aux questions, il y a quand même des grandes tendances qui sont assez spécifiques à la France, dans la façon dont les médias parlent de l'économie. Moi, j'en vois 4. La première, je crois qu'on a une vision en France, dans les médias, qui est une vision assez mécaniste, je dirais hydraulique de l'économie. Vision hydraulique de l'économie, alors on dira c'est du sous-Keynes, ou du Keynes de comptoir, je ne sais quoi, qui est de dire on met de l'argent ici, il va en sortir de l'emploi, de l'investissement, on baisse les impôts, il va en sortir des choses. L'acte individuel de création économique est moins valorisé. Je n'y mets aucune connotation idéologique ou quoi, mais je crois que c'est moins valorisé que dans d'autres pays. Elon Musk, qui est un type abominable par 1000 aspects, mais qui a évidemment des qualités assez géniales sur le plan industriel, on le voit ici comme, je me souviens d'avoir eu un débat avec mon alter ego du vendredi matin, Thomas Porcher, la réussite d'Elon Musk à ses yeux, c'est parce que ce sont les subventions fédérales. Moi, je ne pense pas. Ce sont uniquement les subventions fédérales. Donc, première différence, je crois qu'il y a ça. Deuxième biais, ce qui est frappant, alors je ne sais pas si c'est typique, c'est qu'on a quand même dans les médias un biais négatif sur l'économie. C'est-à-dire on parle plus des destructions d'emplois, des créations. C'est très frappant de voir le débat qui s'est ouvert à partir de ChatGPT. C'était vraiment les risques de ChatGPT et de l'IA. Et d'ailleurs, on s'est empressé au niveau européen de faire un règlement. Est-ce que c'est spécifique à l'économie? C'est les trains qui arrivent à l'heure, ça intéresse personne, non? Bien sûr, mais en tout cas sur l'économie, qui est une matière de création, sans économie, il ne se passe pas grand-chose quand même, en tout cas pour les revenus, pour l'emploi, je trouve qu'il y a un biais un peu négatif. On pourrait donner d'autres exemples si on avait peu de temps. Le troisième biais, et c'est pour ouvrir le débat, mais spécificité française, je crois qu'on parle plus en France, alors je vais faire un peu de provocation, on parle plus de la redistribution que de la production. En tout cas, si on regarde le débat médiatique, il porte infiniment plus sur le niveau des impôts que sur le niveau de la production, et on sait ce qui s'est passé sur le plan industriel. Et quatrième, et qui est un peu lié, quatrième particularité me semble-t-il, c'est que on parle plus, c'est un peu la même chose de la consommation que de la production, mais on revient un petit peu au sujet sur la distribution. Alors, après, si on répond à ce que disait Patrick,
c'est vrai que les médias parlent peu de théorie, mais il faut avoir en tête quelque chose, Patrick. Nous suivons l'actualité. Et donc, les papiers théoriques ou qui vont parler des développements économiques, des recherches économiques, ça peut être que ce qu'on appelle dans le jargon un soupape, un papier en appui d'une actualité. Et donc, ça arrive moins fréquemment. On a du mal à faire un papier sur une révélation en sciences économiques, parce qu'il faut intéresser le grand public, même aux Échos, on ne fera pas ça. En revanche, ça peut passer le mur du son. Je me souviens des papiers, évidemment, de Thomas Piketty, Julia Piaget-Zuckman et autres, qui ont été contestés l'été dernier, non, l'été 23, je crois, par des chercheurs américains. Il y a eu un peu de reprise dans la presse, parce que c'était très politique. Parce que c'est Thomas Piketty. Parce que c'est Thomas politique, Thomas politique, très drôle. Thomas Piketty. Et ça me permet de dire qu'on a une approche quand même de l'économie en France qui est très politique. Mais ça, c'est une banalité navrante, donc je la retire immédiatement. Mais c'est vrai qu'on a une vision qui est quand même très particulière. Mais cette approche politique, justement, fait que c'est, pour revenir à la conversation tout à l'heure, c'est difficile de trouver des points de convergence parce qu'on va chercher plutôt à cliver les gens selon leur biais politique. Oui, alors ça permet à l'inverse, je joue le contre-pied évidemment, ça permet à l'inverse de nourrir le débat médiatique, puisqu'il y a une résonance idéologique chez les uns et chez les autres, donc ça permet de faire remonter des sujets économiques au niveau politique, l'économie étant une matière très inférieure à la politique, bien sûr. Et alors, justement, en matière de débat, alors on sait que le vendredi matin, vous avez toujours face à vous un économiste qui ne pense pas tout à fait de la même façon. Donc, à une époque, c'était Thomas Piketty. Aujourd'hui, c'est Thomas Porcher. Comment réagissent finalement les auditeurs à ce genre de débat? Ça leur plaît beaucoup, c'est le genre qu'ils veulent, c'est-à-dire finalement un débat d'idées. Comment c'est apprécié? Alors, je ne suis pas un économiste, je ne me revendique absolument pas économique, je suis un journaliste économique, donc je suis l'actualité économique depuis un certain temps. Je ne sais, bon, si la rédaction et la direction d'Inter poursuit chaque année ce débat jusqu'à maintenant, c'est qu'elle y voit les retours des auditeurs ne doivent pas être très mauvais. Qu'attendent les auditeurs et auditrices? Probablement un peu de factuel. C'est-à-dire, je pense que le débat public, et ça a été évoqué par les uns et les autres, se nourrit il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de... La vérité n'est plus qu'une opinion parmi les autres. Entend-on souvent quand on parle notamment de la campagne américaine en ce moment. En économie, on peut revenir au factuel. C'est ce que disait Anne-Laure. Il faut revenir aux chiffres, voilà, revenir aux données. Alors, les données, on peut les aborder sous plein d'angles, il y a plein de lumière sur une donnée. Mais je pense que les auditeurs ont envie qu'on donne un peu de factuel avant de donner un commentaire et une analyse. Et puis, je pense qu'ils sont assez friands aussi qu'il y ait de la courtoisie dans les échanges, c'est-à-dire que l'échange soit plutôt sympathique, voire qu'il y ait un petit peu d'humour si on peut. Voilà, ça c'est essentiel. Alors, oui, Stéphane. Non, c'était simplement pour rebondir sur ce que disait Dominique à l'instant sur le fait qu'en France, l'économie est souvent prise en otage par la politique. J'ai vécu une expérience amusante au début de ma carrière de journaliste dans les années 80, au XXe siècle, quand on a créé au Figaro les pages saumon. C'était une initiative venue d'un journaliste qui s'appelait Philippe Vasseur, qui venait d'ailleurs des Échos. Et donc la décision avait été prise, d'abord 4 pages, puis 8 pages. Et une des premières exigences qu'avait eu Philippe Vasseur, c'était d'être dirigé directement par le président du Figaro, ce qui n'avait pas énormément de sens éditorial d'ailleurs, qui s'appelait Robert Hersan, parce qu'il ne voulait pas dépendre du service politique, lequel avait pris immédiatement la mesure de l'enjeu de ces pages et était bien décidé à faire valoir voilà, leur façon de vivre. Et donc c'est vraiment une illustration très très puissante de ce que disait Dominique à l'instant. Et finalement de volonté de séparer un peu plus ce débat, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Toujours le cas. Aujourd'hui, oui. Alors on va peut-être passer avec quelques questions. Alors,
en 2008, alors très peu d'économistes prévoient la crise, etc. Bon, on en avait déjà parlé, Alexandra en parlait ce matin aussi. La crise n'avait pas été vraiment superbement anticipée. Même la reine d'Angleterre s'est défendue d'un reproche aux économistes. Mais finalement, est-ce que ce débat qui touchait à la science économique et au fait qu'elle n'a pas été peut-être à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être, est-ce que ça a été bien, est-ce que ce débat économique il a été suivi par les médias ou pas? Peu de journalistes en ont parlé. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que de la crise de 2008 non, du fait que les économistes n'ont pas vu passer la crise, n'ont pas anticipé la crise économique de 2008. Est-ce qu'il y a eu un peu d'autocritique, en gros, ouais, de la part des économistes? Il faut demander aux économistes. Non, mais est-ce que les journalistes pouvaient faire des papiers? Les journalistes ont donné la... Nous, on veut alimenter la machine aussi, hein, donc on prend les points de vue de tout le monde. Non, mais donc j'ai défendu au printemps 2008 l'idée que la crise était finie. En fait, j'avais raison. Mais sur le long terme. Non. En fait, j'avais raison parce que je basais cette analyse sur le fait que la Réserve fédérale ne laisserait jamais tomber une banque américaine. Et effectivement, si la Réserve fédérale avait sauvé Lehman Brothers, il n'y aurait pas eu la crise des subprimes et on aurait évité une récession épouvantable. Et donc, la conclusion, c'est que c'était pas une erreur d'analyse économique, c'était une erreur d'analyse politique. La Réserve fédérale n'a pas voulu tomber dans le piège de se faire critiquer pour sauver toutes les banques, quoi, je dirais. Et elle a voulu faire un exemple en pensant que c'était une banque relativement petite et que cet exemple ne serait pas très coûteux. Donc, donc oui, il faut assumer ces erreurs. Mais ensuite, j'ai publié dans les papiers de recherche un texte en disant je me suis complètement trompé et c'est pour cette raison, etc. Donc si on fait son autocritique raisonnable, je trouve que c'est pas très gênant de se tromper. Hein. On peut se tromper. Il faut se tromper pour une raison bien identifiée, quoi. Oui. Alors Anne-Laure et puis ensuite Jean-Luc. Anne-Laure Delatte. Oui, en fait, si vous regardez la recherche à partir de 2005, la recherche en économie financière, on commençait à comprendre les excès de cette finance, les excès des produits dérivés, les excès de la titrisation, etc. Vraiment, honnêtement, si vous étiez dans ce champ-là, votre question, c'était pas quand est-ce que ça va sauter. Finalement, c'est pas ce genre de questions que vous vous posez quand vous faites de la recherche, mais vous essayez de comprendre les mécanismes, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme réglementation, etc. Mais ça, c'est le monde de la recherche. Après, est-ce qu'on peut en vouloir aux journalistes de ne pas aller donner le micro à Borio à ce moment-là, à la BRI, parce que c'est la BRI qui a fait vraiment le boulot là-dessus? Bah non, bien sûr que non. Enfin, non, mais je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée aussi dans des situations, quand vous faites de la recherche, parfois, vous êtes complètement en décalage, parce que vous êtes très en avance, entre guillemets. C'est affreux, mais évidemment... On est dépassé par l'actualité, en quelque sorte. Non, au contraire. Dans le sens, non. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Au moment du Covid, en mars... c'est ça. Juste début avril, on fait un papier avec Piketty et pas mal de gens où on dit attention, on va avoir un énorme problème de dette, il va falloir le gérer. Ça fait un flop énorme parce que mais tout le monde s'en fout à ce moment-là. En fait, ce qu'on veut, c'est évidemment parler des morts, etc. Donc là, on avait 2 mois d'avance, hein, mais parfois vous avez 3-4 ans d'avance. En fait, l'écologie, on peut pas dire qu'on n'en parlait pas en fait avant. Évidemment que la recherche en parlait, mais vous avez une actualité qui est de l'actualité. Oui, ça, puis l'actualité, c'est le temps présent, et vous êtes soit sur le passé, soit sur le futur, mais jamais vraiment. C'est un petit peu ce qui différencie notre métier. Jean-Luc, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on accorde beaucoup trop de crédit aux économistes en ce qui concerne la prévision. Et c'est une adresse aux journalistes. Plus vous avez un économiste qui prétend savoir prévoir, et plus il faut se méfier de lui. C'est sans doute un charlatan. C'est comme les météorologues, alors, sur le terrain plus particulier des relations entre la sphère financière et l'économie réelle, je pense que c'est là où on a le plus de difficultés, par ailleurs.
Oui. De manière générale, enfin. Même si on progresse, mais bon. Non, bon, on ne saurait absolument pas prévoir les grandeurs financières. Toute personne qui prétend prévoir les taux de change. Mais sur le cas des subprimes, c'était vraiment une erreur d'analyse de décision institutionnelle. On pouvait penser que la Réserve fédérale ne prendrait pas le risque de laisser s'effondrer le système financier. Et donc ça veut dire que le champ... Ça s'améliorait assez vite quand même. Hein. Le taux de provisionnement des pertes liées au subprime était très élevé avant Lehman. Quoi. Ouais. Mais les économistes se font un petit peu commentateurs aussi. C'est un petit peu ça le problème. C'est qu'effectivement, ils sont commentateurs d'une actualité qui, elle, est assez immédiate. La Fed, son comportement. Et c'est là que ça peut peut-être poser des questions. Alors, oui, alors Anne-Laure, et puis après, on va parler des journalistes. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire et ce que disait Alexandra, en fait, je crois que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que effectivement, Alexandra nous disait, il faut avoir un sacré carnet d'adresses. Quand je veux parler de Michelin, je ne sais pas si tu as appelé Vicard, par exemple. Enfin, il y a des gens qui sont spécialistes, mais il n'y en a pas 10 en fait en France. Pas énormément. Mais en revanche, ils existent. Il y en a au moins un. Donc, et du coup, quand on est commentateur sur des trucs qu'on ne connaît pas, ça, c'est la responsabilité des économistes. C'est-à-dire que il vaut mieux essayer de ne pas répondre à des questions auxquelles vous ne savez pas répondre. Oui, bah ça, Patrick est régulièrement appelé pour des trucs... Non, ça arrive assez souvent qu'on reçoit un coup de téléphone. Est-ce que tu veux commenter une décision industrielle, une décision auquel on ne connaît rien. Et donc je sais qu'on a certains camarades qui répondent quand même. Et moi, j'essaie de donner le nom d'autres camarades plus compétents. Quoi. Alors, une question pour nos amis journalistes, là, Alexandra, peut-être. Alors, 2 questions. Les journalistes sont-ils assez bien formés aux chiffres et à analyser et comprendre et contextualiser ces données? Un journaliste en économie a-t-il besoin de suivre un cursus économique? Question. Ouais, non, c'est une très bonne question, parce qu'il me semble que c'est un débat fondamental et qu'on a eu, à vrai dire, avec Jean-Luc Tavernier, juste avant de venir vous rejoindre. Moi, j'ai fait un peu d'économie. Je vais vous parler de moi. J'ai fait un peu d'économie dans mes études. J'ai fait Sciences Po, mais je n'ai aucun diplôme en économie. Je suis à la Columbia University. J'ai essayé de suivre un cours parce qu'on m'a dit c'est un super prof. Je suis rentrée dans la salle, je n'ai rien compris. Je suis ressortie. Il paraît que c'était Joe Stiglitz. Bon, vous voyez. Résultat, je me suis retrouvée peut-être, je sais pas, 15 ans plus tard, à l'interviewer. Donc je dirais que les journalistes, c'est un métier de média. Ça veut dire être capable. Nous ne savons pas. En revanche, nous savons, si nous avons bien appris notre métier, nous savons passer le coup de téléphone à la bonne personne. Nous savons où chercher. Si je veux un chiffre justement sur les écarts de salaire, je ne vais pas aller regarder ce qu'en pense le think tank machin. En effet, je sais qu'il y a l'INSEE. Donc, je vais aller chercher la dernière note. Je vais aller chercher les travaux de recherche les plus récents, etc. Donc, moi, je pense que... après, il y a plusieurs sortes de journalistes. Il y a des journalistes qui aiment le terrain et qui aiment faire des photos instantanées, surtout dans mon monde, qui sont très, très doués pour ça. On les appelle des reporters. Il y a des journalistes plus analystes. Il faut savoir... Quand on fait de l'économie, il me semble qu'il faut avoir un petit goût, en effet, pour, de temps en temps, aller... lire, aller creuser le chiffre, aller lire en profondeur une note, etc. C'est vraiment un autre métier. Comme vous avez des éditorialistes et des reporters, bon ben voilà. Mais non, il ne me semble pas qu'il faille avoir un diplôme en économie. En revanche, il faut être un peu intellectuel, à mon avis, avoir le goût de démonter la mécanique, quoi. Voilà. Et savoir faire le lien entre la vie réelle et justement l'intellectuel. Et savoir faire le pont, par exemple sur l'inflation, l'INSEE a un chiffre et des très bonnes explications, mais Jean-Luc Tavernier le dit souvent, il y a le ressenti. Donc il faut savoir expliquer cette différence entre vous, votre panier, vous dites, il a pris 20%. Il a pris 20%. Et puis, voilà, il faut savoir expliquer pourquoi l'INSEE arrive à un autre chiffre. C'est là qu'il y a l'importance du micro-trottoir, finalement, parce que c'est aussi important de recueillir le ressenti des gens. C'est pas juste une illustration, ça fait partie de c'est une autre réalité. Oui, Stéphane. En théorie, je suis d'accord avec Alexandra sur le fait que, finalement,
le journaliste absolu, ce serait celui qui, ne connaissant rien au sujet qu'il affronte, est assez fin, assez sensible, assez cultivé pour faire des papiers extraordinaires. Et je me souviens que c'est presque les recommandations qu'on avait quand on nous envoyait à Beyrouth, par exemple, dans les années 80, couvrir la guerre. Moi, je ne rien du tout au Liban, et on arrivait à faire des papiers parce que c'était des papiers d'ambiance, des papiers de force. Je crois que cette méthode s'arrête quand même à l'économie, parce qu'il faut quand même manier les chiffres avec un peu d'aisance. Même si c'est pas la peine d'être docteur en maths, mais si on est très mal à l'aise avec les chiffres, on risque, et c'est assez fréquent en France quand même, on risque de dériver dans l'analyse politique pure, sans se plonger dans les fondements économiques réels qui sont quand même souvent chiffrés. Donc peut-être que là, si on pose la question de la formation des journalistes économiques, il y a quand même un enjeu de formation. Voilà, on peut pas faire de l'économie comme journaliste sérieusement sans manier un petit peu les maths. Oui. Anne-Laure, elle donne des cours d'éco aux journalistes, ça c'est bien. Mais c'est vrai que beaucoup de journalistes ont souvent un référent, c'est-à-dire l'économiste qu'on appelle, et puis qui explique, fais-moi de la pédagogie sur le budget, et je pense que là c'est important parce qu'il y a un élément dont on ne parle pas trop, mais chez les journalistes, peut-être comme dans une grosse partie de la population, il y a beaucoup, la majorité a quand même plutôt une culture littéraire. Oui, et d'ailleurs, ils ont fait l'histoire, ils ont fait des sciences éco, ils ont fait et c'est vrai que après, ne serait-ce que de savoir faire une règle de 3, c'est important, quoi, pour comprendre un certain nombre de choses. La formation majoritaire chez les journalistes est plutôt littéraire ou sciences politiques, et ça donne l'illusion de bien comprendre la politique économique. Et donc c'est un vrai problème, parce que c'est moins comprendre le compte d'exploitation, le résultat d'une entreprise. Les pneus de Michelin, qu'est-ce qui se passe à Auchan ce matin? Et donc, on essaye aux Échos d'avoir maintenant des formations qui sont plus proches d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. Voilà, on a intégré beaucoup d'écoles d'ingénieurs ces derniers temps. Alors, je vais aller dans le sens d'Alexandra quand même. Qu'est-ce qui fait un journaliste? C'est la curiosité, mais aussi la conviction qu'il ne faut jamais perdre, plus on avance dans une carrière, que plus on passe de coups de fil, plus on va découvrir que le sujet est plus complexe qu'on croyait au début. Sauf qu'à un moment, il faut s'arrêter de passer des coups de fil quand même, pour faire le papier. Voilà. Mais en fait, c'est ça la clé, quoi. Creuser, creuser, creuser. Et découvrir que c'est finalement très complexe. Et à la fin, on se dit, au fond, c'était peut-être simple. Mais bon. Oui, c'est ça. Il y a le dernier moment, ça doit être celui de la simplification ultime, qui est quand même un petit peu difficile. Oui. Anne-Laure. Moi, on m'a demandé de donner des cours depuis, ça fait 3 ans que je donne des cours à l'Institut pratique du journalisme, qui est l'école de journalisme de Dauphine. Ouais. Et j'ai assez peu de cours, hein. Je crois que j'ai 20 heures ou 24 heures, donc c'est pas grand-chose. Et au début, la tâche me paraissait énorme parce que effectivement, la plupart n'ont pas fait beaucoup d'économie avant. Il y en a qui ont fait Sciences Po, ce qui est quand même, c'est pas rien, quoi. Sciences Po, ils font quand même de l'économie assez sérieusement. Mais j'avais d'autres personnes qui en avaient fait, en gros, en SES, en terminale, quoi. Mais en réalité, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que tu peux leur apprendre en 24 heures? Et en fait, je suis rassurée par ce que tu dis, Alexandra, parce que je me suis dit, dès le début, il faut que tu leur dises en permanence, quand vous ne savez pas, en fait, il y a des gens qui savent. Et votre boulot, c'est pas d'être prof, c'est d'aller appeler effectivement les bonnes personnes, de comprendre quand vous ne comprenez pas. Et donc, je reviens sur ce que dit Dominique, c'est effectivement c'est complexe, donc le premier truc c'est de comprendre que c'est complexe, mais parfois voilà, donc comprendre ce qu'on ne comprend pas, le comprendre, et le vrai boulot du journaliste que nous on ne sait pas faire normalement les chercheurs, c'est de vulgariser. Même le terme n'est pas beau, mais c'est vraiment de rendre accessible aux citoyens, citoyennes, des mécanismes économiques. Et donc sur 24 heures, en fait, moi je leur dis, on fait beaucoup de pratiques. Je leur dis, j'essaye de leur faire trouver des angles, et quand ils disent des bêtises, je leur dis, bah non, en fait là, c'est pas exactement comme ça que tu aurais dû faire. Enfin, je veux dire, j'essaye de corriger leur raisonnement économique, mais je leur dis en permanence, c'est pas grave que tu sois pas économiste.
Alors, tiens, un petit mot là-dessus. Oui, moi, je pense de toute façon, les formations initiales, elles seules ne suffisent pas. Faire une thèse, ça ne prédispose pas à vulgariser un sujet économique, ça clairement. Et quand on sort d'une école de journaliste, je pense qu'en économie, on touche pas assez sa bille. Je suis désolé. Donc, moi, je prône vraiment pour qu'il y ait de la biodiversité, qu'il y ait des économistes il y a des économistes qui ont un petit talent de plume et qui savent expliquer les choses, qui deviennent journalistes, et qu'il y ait des journalistes qui se mettent à l'économie. Mais les deux existent, et je pense pas qu'il faut vouloir répondre à la question en disant il y a une voie qui est supérieure à l'autre. Je ne crois pas. Et alors, tiens, j'avais une petite question pour Anne-Laure, là. Très gentil. Peut-on classer aussi Oxfam parmi les acteurs faiblement compétents en économie? Non, en fait... parce que en fait c'est une organisation, quoi, je sais bien parce que c'est sur France Inter aussi, c'est une organisation qui est très souvent citée dans les médias parce que tout à l'heure vous avez dit finalement les gens de l'IFRAP ils sont pas économistes, ils s'expriment. Et c'est un petit peu pareil pour Oxfam qui a une influence qui, je pense, est même supérieure à celle de l'IFRAP dans le champ médiatique. Donc, est-ce que finalement on n'accorde pas plus de confiance à des gens qui pensent un peu plus comme nous que des gens qui pensent quelque chose qui est orthogonal à ce qu'on estime? Oui, enfin ça c'est même complètement documenté par la recherche cognitive, c'est-à-dire qu'on va chercher des infos qui confirment votre opinion. Sur Oxfam, alors Oxfam a plus d'influence dans le monde que l'IFRAP et c'est heureux, je pense. En France, je ne sais pas. En fait, c'est intéressant parce qu'ils ne parlent pas aux mêmes personnes, c'est vrai. Je pense que l'IFRAP parle plus aux gens à droite et Oxfam parle plus aux gens à gauche. Sur la compétence, et donc ça revient à ce que vous disiez là, sur le fait qu'on va confirmer des biais idéologiques. Juste, j'ai eu l'expérience une fois de travailler avec eux. Sur des données fiscales, de déclaration des banques, agence par agence, country by country, pays par pays. Leur boulot, il n'était pas parfait, mais par contre, ils avaient fait le travail, ils avaient fait un travail sérieux d'aller quand même établir une base de données. Moi, ils m'avaient pas. Après, vous pouvez leur dire non, ça c'est pas génial, et ils en font ce qu'ils veulent, mais juste un point. C'est Oxfam et souvent plusieurs associations, des ONG, qui vous mettent dans des conseils scientifiques. En fait, moi, je suis souvent sollicitée, et j'ai pas toujours le temps, de relire les rapports, justement. Et ça c'est intéressant. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais... J'ai un exemple sur... parce que je pense que Oxfam comme l'IFRAP, il faut savoir d'où les gens parlent quand même. Et Oxfam comme l'IFRAP sont assez forts en com. Donc typiquement, c'est chaque année, les dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Et ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire, c'est un marronnier de l'Oxfam. Les actionnaires s'en mettent plein les poches. Mais chaque année, la masse salariale augmente et chaque année, en régime de croisière, en euros courants, les dividendes s'accroissent également. Mais on ne dit jamais la masse salariale n'a jamais été aussi élevée. Donc c'est un exemple de biais que je repère comme ça. Voilà. Alors, j'ai eu d'expérience avec Oxfam aussi, parce qu'à un moment je travaillais avec eux. Enfin, je relisais leur rapport. Et ils ont quand même un biais. Ils font du travail sérieux, mais ils ont un biais. Par exemple, l'exemple où je me suis accroché avec eux, c'était sur la définition du taux de profit. Et donc ils définissaient le taux de profit d'abord en mélangeant l'origine géographique des profits. Il y avait un mélange France, reste du monde, et puis il y avait des problèmes comptables. Et donc je leur ai dit, et ils ont partiellement corrigé. Donc on peut avoir un dialogue avec Oxfam. Enfin, ils sont très durs en affaires quand même. Ils tiennent à leur message, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement? Alors, oui, vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont. Il y a un train. On a encore 10 minutes de débat, restez là, mais il y en a qui ont peur de rater le train. Donc, c'est pour ça qu'ils s'éclipsent discrètement. Stéphane, comment on peut trouver, je trouve ça c'est intéressant, trouver cette espèce d'équilibre, de point de convergence sur lequel on peut estimer que la plupart des économistes pourraient tomber d'accord? C'est pas
on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, chacun à sa manière, mais en France, dans le mot débat économique, on préfère le débat à l'économie. Et on se forme plus au débat qu'à l'économie. C'est ça la vérité. On a une passion pour le débat, c'est un dérivé de notre passion pour la conversation. Et donc, pour trouver un point central, il faut être modeste d'abord, et il faut avoir la culture du fait. Et je trouve qu'en France, on est relativement favorisé par rapport à ça. Quand on voit effectivement ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, où c'est deux vérités qui s'affrontent, dans un pays où pendant des années, c'était deux partis qui s'affrontaient, on voit qu'en France, on a quand même de la chance. On a quand même le culte de l'ingénieur, ça reste vrai, mais il y a un glissement de la connaissance générale en maths, masqué par le fait que l'élite de maths française reste au top niveau mondial, et j'espère le restera, mais en dessous, juste en dessous, la proportion des gens qui manient les maths très très mal augmente. L'enseignement des maths au lycée suscite des candidatures de moins en moins nombreuses. Le CAPES de maths ne fait absolument pas le plein pour les candidatures. Tout ça, si je te réponds tout ça, tu te dis mais ça n'a rien à voir avec ma question. Si, parce que le climat général de connaissances, qui est indispensable pour que la création d'un consensus soit possible, se dégrade. Il se dégrade, et c'est pas faux, il se dégrade d'année en année, tout le temps, apparemment sans répit. Donc l'économie serait un peu aussi victime de la baisse du niveau de maths général en France. Alors, peut-être un mot, puis après je vais effectivement essayer de rattraper le même train. Non, honnêtement, on a la chance en France d'avoir quand même des organismes qui sont de très grande qualité avec beaucoup de données. L'INSEE, naturellement, et l'INSEE qui est concurrencé par un certain nombre d'autres organismes qui se lancent sur ce terrain. L'Institut des politiques publiques, qui ne sont pas les données, mais qui produit des études. Les producteurs d'études se sont multipliés, et c'est bien. Et l'INSEE a élargi son champ. Aujourd'hui, tu l'as mentionné, mais maintenant c'est sorti depuis 17 heures, l'INSEE se lance sur des données climatiques, l'empreinte carbone, pour que les données ne viennent pas d'un seul endroit. Et donc l'INSEE aussi investit ce terrain. Parce que moi, c'est une réflexion que je me suis souvent faite. On a des données sur la croissance économique tous les matins, enfin la croissance, le moral des ménages, le moral des industries, etc. Mais sur le climat, on en a beaucoup moins. Et donc ça fait beaucoup moins de bruit. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la période inflationniste. On avait des données sur la hausse des prix dans les JT de 20h le soir, tout le temps, 4 reportages par jour, mais les données sur l'évolution des salaires qui ont quand même augmenté pendant la période salariale. On l'avait tous les trimestres. Donc il peut y avoir une asymétrie sur la périodicité de l'information. Mais on a la chance d'avoir des organismes, il y a aussi l'OCDE bien sûr, mais des organismes de grande qualité et qui... je vois que l'INSEE, par exemple, se met maintenant, quand il y a des choses fausses qui sont dites, par exemple, c'est dans l'air, fait des petits commentaires en disant ça, c'est pas tout à fait exact. Donc rentre dans le débat public. L'INSEE a lancé un blog depuis 3-4 ans, je ne sais pas, voilà, 2020, qui fait non pas des commentaires d'actualité, mais qui vulgarise ou qui met en appétit, en tout cas, pour aller chercher ces données. Donc en fait, à la fois la concurrence dans les données, c'est vraiment une bonne chose, et je vous invite vraiment à aller consulter et à utiliser les travaux de l'INSEE et des autres, bien sûr. Oui, Patrick. Oui, je dois attirer l'attention sur la difficulté qu'il y a à faire des études comparatives internationales. Je me bats sans arrêt, par exemple, pour essayer de faire des données comparables, par exemple, de l'investissement des entreprises entre la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre, c'est pratiquement impossible. Et je crois qu'un économiste non professionnel va sauter au-dessus de la difficulté. Il va publier ce qui sort des instituts statistiques qui ne sont pas des données comparables. Et donc, il y a une très grande difficulté. Il y a quand même l'OCDE, Eurostat. Non, il y a certaines différences
concepts qui ne sont pas corrigés. Et donc, je crois il faut faire extrêmement attention. Enfin, autant le problème des données est résolu au niveau de la France, quoi, je veux dire, autant les conclusions qu'on peut tirer d'une comparaison internationale un peu brutale peuvent être extrêmement fausses. Hein. Et par exemple, si on regarde, j'en ai déjà parlé avec Jean-Luc, si on regarde ce qu'on appelle dépenses d'investissement en nouvelles technologies, ça n'a pas le même contenu d'un pays à l'autre. Hein. Et donc, nous ne comptabilisons pas de la même manière les logiciels, etc. Donc, Micro. Draghi s'est planté, par exemple. Hein. Il compare les chiffres européens aux chiffres américains qui ne correspondent pas à la même chose. Quoi. Et donc, ça rend très difficile le boulot d'économiste dès le moment qu'on veut comparer les pays entre eux. Quoi. Alors, imaginez le boulot des journalistes. Oui, Jean-Luc. Alors, deux choses, pas sur ces questions de comparabilité, parce que ça m'entraîne trop loin, mais sur la question de culture, on appelle ça l'illittératie statistique, nous, donc évoquait Stéphane. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Il faut manier les ordres de grandeur, il faut distinguer les flux et les stocks, la dette, c'est l'intégrale du déficit. Enfin, il y a des réflexes comme ça qu'il faut avoir, et donc je crains que l'état actuel de l'éducation nationale ne conduit pas à des progrès là-dessus. Et pour nous, c'est une vraie difficulté, hein, cette question de littératie de départ pour essayer de s'approprier les questions statistiques, les distributions, qu'est-ce que c'est qu'une médiane, qu'un écart type, c'est vraiment un souci. Finalement, plutôt que vraiment connaître l'économie, c'est plutôt la statistique en fait que devrait, enfin en tout cas des rudiments de statistiques qui devraient être moi j'ai un combat depuis plusieurs années, c'est d'essayer de discuter avec l'éducation nationale, mais c'est long, je vais dire, hein, pour le dire positivement, pour essayer qu'il y ait un peu, y compris au collège, de culture minimale de ces ordres de grandeur statistiques, et aussi qu'est-ce que c'est que le chômage, qu'est-ce que c'est que l'inflation, combien il y a d'immigrés en France. Je pense que tout le monde devrait apprendre ça au collège, personnellement. Deuxièmement, la question c'était est-ce qu'on a eu des progrès et tout. Alors moi, je me plaisais à penser qu'on avait, dans ce grand débat politique de demande, politique de l'offre, keynésien, néoclassique, qu'on avait plutôt progressé et que tout le monde convergeait un peu sur l'idée que on est keynésien à court terme et puis on est plutôt néoclassique, politique de l'offre à long terme. Ça me paraît raisonnable. Et le fait qu'en France, où on a souvent été en déficit de demande, on ait connu ces dernières années des difficultés de l'offre, d'approvisionnement, de tensions, de difficultés de recrutement, de s'approcher du chômage ou d'équilibre, comme on dit mal dans notre jargon, avait conduit un peu à rééquilibrer les débats et qui est à la fois un équilibre dans les préoccupations de demande et d'offre. Je me plaisais à penser ça jusqu'à vrai dire à la campagne électorale, qui a été un peu avortée, mais enfin où la hauteur du débat économique était quand même pas à la hauteur des enjeux. Il faut dire qu'en plus il y avait qu'un seul parti ou groupement de partis qui avait vraiment publié un programme économique un peu circonstancié. Donc évidemment, ça a été un petit peu difficile. Stéphane ? Oui. Sur cette question de la statistique. Oui, et puis plus généralement sur cette question de la vulgarisation, jusqu'où on peut aller. Quand on a créé Pour les cours, on a rapproché deux choses. On a rapproché le fait que les Français sont parmi les pays comparables, les plus pessimistes au monde. On connaît bien cette statistique, et on est plus pessimiste que la Jamaïque, on est plus pessimiste, ce qui est hallucinant quand on voit la beauté, la richesse, la modernité de notre pays, mais c'est la fête, les Français sont pessimistes. En tout cas, ils sont pessimistes sur le plan collectif, parce que sur le plan individuel, ils ne le sont pas forcément. Et on a rapproché ça du fait que dans les sondages faits par l'OCDE régulièrement sur les connaissances économiques de base, quand on se compare aux Japonais, aux Allemands, aux Anglais, aux Italiens, les Français sont plutôt en dessous dans la connaissance des choses de base. Et nous, on s'est dit, quand on a créé Pour les cours, en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire une meilleure connaissance de l'économie, pas de la grande économie très complexe, mais l'économie de base, recréer de l'optimisme. Donc on avait une sorte de partie philosophique sur le fait que si on arrivait à faire aimer l'économie et donc à la faire comprendre à des filles et des garçons qui ont entre 16 et 18 ans et qui vont passer le bac, eh bien, d'une certaine manière, on pouvait changer le pays. Changer le pays parce que l'économie, c'est la vie, c'est notre conception des choses. Alors, je voudrais qu'on finisse avec l'intervention de nos deux amis économistes sur ce qu'ils pensent en fait de
l'importance des médias dans votre travail de tous les jours et en quoi quand on est économiste, en quoi c'est très important que son message passe dans les médias et passe correctement. Jean-Luc. Moi, c'est tout simple. À l'INSEE, on a une espèce de plan stratégique depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'était Horizon 2025, donc on y arrive. Le premier axe, c'est aller au-devant de tous les publics. Avant même de dire qu'on améliore la production, qu'on fait des gains d'efficacité, qu'on améliore les comparaisons internationales, etc., etc., le premier axe, c'est aller au-devant de tous les publics. Avec la peur, encore une fois, qu'on reste très bien relayé par les relais d'opinion classiques et qu'on perde le lien avec ceux qui s'informent par les réseaux sociaux. C'est vraiment le premier sujet. Donc, on continue à avoir un super bureau de presse, à veiller et à ce que sur les médias traditionnels, les relais soient bons et que les reprises de nos informations soient correctes. Mais on essaye aussi d'aller sur Instagram, LinkedIn, Twitter, moi j'y vais pas du tout, mais etc. Et de faire une veille aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui est extrêmement gourmand en temps, en énergie. Et je ne sais pas trop où on va là-dessus, à vrai dire. Et puis, si c'est la dernière fois que j'ai le micro, et je pense qu'on s'approche de la fin, je voudrais dire, parce qu'il avait raison, Dominique, sur ces 4 biais, là, hydraulique, etc. Il y en a un, moi je pense qu'on devrait étudier presque d'un point de vue sémantique et analyse de la presse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre pays où on accorde autant d'importance aux questions de pouvoir d'achat et d'inégalité de revenus que dans ce pays-là. Alors, nous-mêmes, on l'alimente parce qu'on a énormément de publications là-dessus. Je ne sais pas où est la poule, où est l'œuf dans cette affaire. Oui, mais le panier de l'INSEE, c'est quelque chose. Je rêve d'une revue de littérature de la presse et qui montre la place qu'a ces... Si vous regardez pouvoir d'achat dans un journal anglo-saxon, c'est même dur à trouver, le plus souvent. Alors que chez nous, ça remplit les colonnes. En même temps, Donald Trump, il risque de passer à cause du pouvoir d'achat. En même temps, oui. Là, je dois dire que avec la même trace de l'inflation passée qu'on a chez nous sur le ressenti. Oui, c'est vrai. Patrick. Oui, moi je suis pas l'INSEE. Donc moi, ce que j'essaie de passer, c'est quelques messages qui me paraissent importants. Donc par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Luc sur ce qu'il vient de dire sur l'économie de l'offre, parce qu'on peut aussi défendre l'idée que quand on stimule la demande, finalement, on arrive à un supplément d'offres à moyen terme. Donc c'est plus ambigu que ça, quoi. Je veux dire, il y a pas, c'est pas des mécanismes de demande à court terme, des mécanismes d'offres à long terme. C'est plus interactif que ça probablement. Et puis j'essaye aussi de passer beaucoup de messages internationaux, en disant, voilà, si vous étiez américain, vous auriez tel et tel salaire. D'abord, c'est des choses qui ne sont pas du tout connues. Par exemple, est-ce que vous savez que depuis 2000, si on passe le point de départ en 2016, les seuls Américains qui ont eu une hausse de leur revenu en termes nominal, c'est les Américains qui ont un diplôme d'éducation supérieure. Tous les autres ont eu une baisse de leur revenu nominal. Donc, c'était un peu contesté, ça, je crois. Mais... Non, c'est des enquêtes. Là, on ne va pas rouvrir ce débat parce que ça nous amènerait dans un autre table ronde. Et donc, on essaie de passer un certain nombre de messages un peu forts et effectivement qui sont pas écoutés tout le temps. Voilà, et comme disait Stéphane, l'économie, c'est la vie. C'est notre vie de tous les jours, donc c'est important. Donc vous tous, renseignez-vous et lisez des journaux, lisez pour l'écho et écoutez les émissions parce que c'est votre vie de tous les jours qui est en jeu aussi. Merci à tous.